BFM Business, midi, l'heure H. L'info avec Guillaume Paul. Il est midi, effectivement, soyez les bienvenus dans l'orage sur BFM Business. Dans l'actualité de ce mercredi, il y a Donald Trump, forcément. Donald Trump dont on attend alors avec encore plus d'impatience la conférence de presse tout à l'heure à 17h après les révélations du renseignement américain. On va vous rappeler tout ce qu'on sait en ce moment et puis on posera cette question, est-ce que c'est le genre d'affaire qui pourrait l'empêcher d'appliquer le programme économique qu'il a prévu d'appliquer. Ce programme qui plaît beaucoup au marché depuis quelques semaines. On va voir ça avec Nicolas Dose dans un instant. PSA, Peugeot, Citroën, lui aussi surveille Donald Trump. Si. Il nous l'a dit ce matin, il va surveiller de très près sa politique étrangère et notamment sa politique vis-à-vis de l'Iran. Il ne faut jamais oublier que PSA compte beaucoup sur le marché iranien au cours des prochaines années. Et puis alors, pendant ce temps, les candidats à la primaire de gauche ont passé un premier grand oral avant le premier débat télé, ça va être demain soir. Ce matin, c'est devant des petits patrons, des patrons de PME qu'ils ont présenté leur programme économique. On ira voir dans un instant comment ça s'est passé. Dans un quart d'heure, on trouvera les experts de l'orage, comme tous les jours, l'actualité de la tech, de l'immobilier, du luxe et de la culture. La bourse de Paris, elle est stable ce midi encore, quasiment plus 0,1%, 4896 points pour le CAC 40. Votre rendez-vous avec Aircom, expert en sécurisation du cloud et des communications pour les professionnels. Bon alors en tout cas, nous c'est la question qu'on se pose ce midi sur BFM Business. Est-ce que Donald Trump va avoir le temps de nous parler d'économie finalement ce soir pendant cette conférence de presse? Bonjour Nicolas Dose. Bonjour. La question effectivement, parce qu'on attendait Trump sur la Chine, sur le protectionnisme, sur le relance de l'économie américaine. Oui, sauf que depuis cette nuit, il y a donc cette histoire de documents qui recenseraient donc des informations compromettantes autour de Donald Trump, des informations qu'auraient accumulées les Russes pendant des années. Bonjour Jean-Bernard Cadier, vous êtes à Washington pour BFM Business. Les Russes démentent catégoriquement détenir tout dossier compromettant sur Donald Trump. Qu'est-ce qu'on sait à l'heure où on se parle des différentes rumeurs exactement, Jean-Bernard ? C'est un cas de figure assez particulier où les services de renseignement américains nous parlent d'une rumeur incroyable en nous disant c'est seulement une rumeur, on n'a pas les preuves, mais on vous en parle quand même. Alors la rumeur, c'est que Vladimir Poutine aurait des informations très compromettantes sur Donald Trump. Des informations sur ses activités financières en Russie et des informations sur ses frasques personnelles. La Russie aurait des vidéos de Donald Trump avec des prostituées dans des postures décrites assez précisément dans un hôtel de Moscou, le Ritz-Carlton, en 2013. Moscou a la vidéo. Et depuis, Trump entretiendrait avec le Kremlin des relations ambiguës. Donald Trump aurait même eu accès aux informations des services russes sur Hillary Clinton pendant la campagne. Bref, accusation hallucinante. À 9 jours de l'investiture, Donald Trump serait contre son gré une sorte d'agent russe. Donald Trump qui a immédiatement réagi sur Twitter. Dans un message qui, pour une fois, est écrit tout en capital, il dit « Fausse information, totale chasse aux sorcières ». La question est en fait de savoir pourquoi les patrons des services de renseignement américains font sortir cette rumeur, qui est quand même une bombe, à 9 jours dans l'investiture. Les services de renseignement qui, globalement, ne sont pas fans de Donald Trump, et apparemment, ils font sortir l'info pour être sûr, sans préjuger du résultat de l'enquête, pour être sûr qu'il y aura une enquête en bonne et due forme, et que l'enquête commencera avant que le prochain président puisse éventuellement l'étouffer. Tout ça alors que Donald Trump doit donner cet après-midi sa première conférence de presse en 6 mois. Merci beaucoup Jean-Bernard, donc en direct de Washington pour BFM Business. Nicolas, on est obligé de faire un peu de politique fiction, mais quand même, est-ce que vous dites c'est ce genre de feuilleton là qui peut parasiter le début de la présidence Trump, donc l'empêcher de mettre en œuvre cette politique qu'il a promise et qui plaît tant au marché finalement? Alors si on fait de la politique fiction dans la mesure où il y a des démentis, des rumeurs, impossible de dire ce qui est vrai et ce qui est faux. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les 35 pages de documents intégralement en anglais remis à Donald Trump sont d'une grande précision. Maintenant, effectivement, tout peut être totalement fictif. C'est pas l'empêcher de mettre en place sa politique, c'est l'empêcher, tout simplement. C'est-à-dire que il a répondu en disant fake news, c'est faux. Si l'histoire finit par aboutir sur le fait que ce n'est pas faux, mais que c'est vrai, ça signifie que Donald Trump aura menti. Et les Américains ne badinent pas avec le mensonge. À partir du moment où il a écrit fake news, il a pris une position ferme. Il n'a pas dit apportez-moi des preuves, tout ça, ce sont des balivernes tant qu'il n'y a aucune preuve. Non, il a clairement dit que c'était faux. Donc là, s'il y a un mensonge, ce sera véritablement très lourd. En plus, dans cette
dans ce document, on apprend qu'il pourrait y avoir d'éventuels conflits d'intérêts entre Donald Trump, avec la Russie au milieu, la posture des États-Unis vis-à-vis des sanctions américaines contre la Russie après l'affaire ukrainienne, et des conflits d'intérêts potentiellement, dans la mesure où Trump est quand même un homme d'affaires, il peut en exister d'autres. Il a quand même aujourd'hui un empire qui est évalué à $1,5 milliard, qui est présent dans une vingtaine de pays, notamment aux Philippines. Souvenez-vous, la clémence qu'il a eue vis-à-vis du président philippin. Donc, s'il y a un mensonge qui est confirmé un jour, et s'il y a des conflits d'intérêts qui sont confirmés un jour et qui pourraient être précipités par ce rapport, mensonge, conflit d'intérêts sont deux éléments qui peuvent justifier que le Sénat cherche à destituer le président des États-Unis. Il faut 67 sénateurs, les 2/3. On n'en est pas là. Encore une fois, on a vécu ça avec Bill Clinton à la fin des années 90. Voilà, on fait de la politique fiction, mais honnêtement, la journée est quand même particulièrement lourde, d'autant que la Banque mondiale, il y a quelques heures, a publié un document indiquant que la politique économique, cette fois-ci de Donald Trump, si elle va au bout du bout, pourrait menacer la croissance mondiale. Parce que le protectionnisme, automatiquement, aura un effet récessif sur le commerce, créera du doute et risque de reporter des quantités d'investissements dans les pays émergents, et que aussi la politique de relance telle qu'elle est prévue par Donald Trump est une politique qui n'est absolument pas nécessaire aujourd'hui. L'Amérique aujourd'hui est au taquet en termes de croissance, au-dessus de son potentiel de croissance. Une économie dans cette situation-là n'a pas besoin de relance. Une relance est alors totalement inutile. Ce qui veut dire que si relance il y a lieu avec une économie qui est déjà au taquet, à ce moment-là vous la déstabilisez l'économie. Pour créer l'inflation. Mais l'effet sera que vous envoyez le dollar au ciel, mais que vous envoyez les émergents au tapis, parce que les émergents sont tous endettés en dollars, et si le dollar grimpe jusqu'à des niveaux astronomiques, eh bien là vous aurez un effet sur les économies émergentes au-delà du simple recul de l'investissement. Oui, la journée est un peu chargée, mais encore une fois, on va quand même pas préjuger des faits qui ne sont pas confirmés. Et puis surtout, on va écouter donc Donald Trump, une conférence de presse à 17h. Vous pourrez la suivre d'ailleurs en direct sur BFM Business, édition spéciale à partir de 17h. Et puis on espère évidemment que Donald Trump aura quand même le loisir de nous parler un petit peu économie ce soir. Donc 17h en direct sur notre antenne. Il est 12h07 en ce moment. Pendant ce temps, la primaire de gauche continue. Et oui, demain soir, vous savez qu'il y aura le premier débat télévisé. En attendant, figurez-vous que ce matin, eh bien, les 7 candidats ont déjà passé un premier grand oral. C'était à Paris devant les patrons de la CPME, l'ancienne CGPME justement, qui vient de changer de nom. On va retrouver Pauline Tadevin qui a suivi tout ça pour BFM Business. Bonjour Pauline, apparemment les candidats ont reçu un bon accueil des patrons de PME ce matin. Oui, la centaine de chefs d'entreprise présents a été plutôt polie et à l'écoute. Cette attitude avait d'ailleurs été fortement recommandée ce matin par le patron de la CPME lui-même. Écoute et fermeté. Tous les candidats étaient là, à l'exception de Benoît Hamon et de Vincent Payon. Alors on a quand même senti davantage de tension au passage de Manuel Valls, interrogé notamment sur la loi travail et sur son choix de revenir sur la défiscalisation des heures supplémentaires. Forcément, comme nous a dit un chef d'entreprise, l'ancien Premier ministre a une histoire plus forte avec ses patrons qui étaient présents du fait donc de son action au moment du quinquennat. Il y a eu des discussions plus ou moins vives ces derniers mois et ces dernières années avec Manuel Valls, mais au final ce sont la prestation de Manuel Valls et celle d'Arnaud Montebourg qui ont le plus marqué les chefs d'entreprise que l'on a interrogés à la sortie. Arnaud Montebourg, salué pour ses talents d'orateur, a beaucoup joué sur son expérience en tant qu'entrepreneur et aussi sur le fait que son grand-père était boucher charcutier. Il a même fait rire l'Assemblée en clamant le slogan de l'entreprise familiale que vous avez peut-être d'ailleurs déjà entendu, Montebourg, le régal de toujours. Merci beaucoup Pauline, en direct donc du siège de la CPME en région parisienne pour BFM Business. Côté entreprise, on a eu des bonnes nouvelles pour PSA parce que le groupe nous l'a dit ce matin, en 2016, il a vendu plus de 3 millions de véhicules dans le monde, ce qui mine de rien n'était pas arrivé depuis 4 ans. Alors cela dit, les 3 millions PSA les atteint en réintégrant dans ses comptes les véhicules produits en Iran. Ce qu'il a pu faire maintenant que la plupart des sanctions économiques ont été levées contre Téhéran. En tout cas, le directeur de l'Europe pour PSA nous l'a confirmé ce matin sur BFM Business. Oui, Peugeot compte beaucoup sur le marché iranien pour doper ses ventes dans les prochaines années. Mais, comme beaucoup de monde, il espère que la diplomatie de Donald Trump, justement, ne va pas gâcher ses ambitions. Écoutez Maxime Picat ce matin sur BFM. 5,8% de croissance mondiale, dont une croissance très significative en Iran. Mais pour avoir été celui il y a 4 ans qui avait annoncé une baisse double digit de nos ventes à cause de l'Iran, on est ravis de voir de nouveau nos ventes Iran dans nos chiffres, sachant que c'est qu'une première étape. Vous savez qu'on a créé 2 joint ventures, une pour Peugeot avec Aaron Codreau, une pour Citroën avec Saipa, qui vont nous permettre de développer de nouveaux véhicules industrialisés dans le pays. Donc c'est le début d'une offensive forte en Iran également. Et sur l'Iran, que vous le vouliez ou non, vous allez être comme tout le monde,
suspendu à ce qui va se passer entre l'Amérique et l'Iran. Suspendu à Donald Trump. Aujourd'hui, vous savez bien qu'une partie du commerce automobile s'est arrêtée ou a été fortement freinée il y a quelques années pour des raisons macroéconomiques. Les flux financiers se sont arrêtés. Si à un moment dans le monde, les flux financiers s'arrêtent, ça devient difficile de faire d'automobile ou quoi que ce soit. Voilà, Maxime Picat, directeur pour l'Europe de PSA, qui était ce matin l'invité de Stéphane Soumiès sur BFM Business. Encore 2-3 mots d'entreprise. D'abord, c'est l'un des plus gros contrats de toute l'histoire du secteur ferroviaire en France qui devrait être attribué dans les prochaines heures. Il devrait être attribué a priori à Alstom et à Bombardier pour une raison très simple, c'est que ce sont les derniers candidats. On parle de quoi ? On parle du contrat du RER nouvelle génération pour les lignes D et E du RER parisien. Contrat qui pourrait aller jusqu'à 3,7 milliards d'euros pour fournir un maximum de 255 trains, s'il vous plaît. C'est le STIF, syndicat des transports d'Île-de-France, qui va financer l'ensemble du contrat, qui devrait le confirmer dans la journée. Airbus, lui, nous a donné des chiffres sur 2016 ce matin. Airbus a livré l'an dernier 680 appareils et il prévoit d'en livrer 700 cette année, nous ont dit les dirigeants. Mais alors, le chiffre sur lequel Airbus insiste pas mal depuis ce matin, c'est sur l'A350. Airbus a livré 49 A350 l'an dernier, ce qui veut dire que le groupe a quasiment atteint son objectif d'en livrer 50 en 2016, malgré les retards dont on a pas mal parlé, les retards dont il a souffert à cause des problèmes de certains de ses fournisseurs. Et puis gros contrat pour Bouygues, ça va concerner le fameux projet Hinkley Point, vous savez, en Grande-Bretagne, les 2 EPR qu'EDF va construire là-bas. Eh bien, c'est Bouygues qui va construire les bâtiments qui abriteront donc les 2 réacteurs nucléaires, contrat à 1,7 milliard d'euros pour la filiale travaux publics du groupe Bouygues. Midi 12, voilà pour l'actualité économique. On va aller faire un tour sur les marchés. Bonjour Antoine, depuis le siège d'Euronext à Paris, on a un marché qui est un petit peu à l'arrêt encore ce midi finalement. Ça fait plusieurs jours que ça dure, effectivement. On est immobile sur les marchés, on est un petit peu paralysé. Du côté des CAC 40, c'est autour des 4900 points que ça se passe. 4894 à l'instant, on est en hausse de 0,12%. On a même cru à un moment que le marché allait craquer un petit peu. Vous le voyez sur la courbe du CAC 40, on est largement descendu avant de remonter juste après et de se maintenir du côté de ces 4900 points. Mais enfin, en gros, maintenant, on attend la conférence de presse de Donald Trump et peut-être quelques précisions sur ses orientations de politique économique. Elles ont stimulé le marché ces dernières semaines, ces derniers mois, et on a envie d'en savoir plus, surtout pour débloquer un petit peu ce sentiment d'immobilisme sur les marchés et de trouver une orientation précise. Parce que du côté des volumes, il y en a. On est du côté d'1 milliard d'euros d'actions négociées, un petit peu plus à l'heure où je vous parle, donc c'est des volumes relativement actifs, c'est pas non plus la folie, mais on sent un manque de conviction criant de la part des marchés depuis que se profile ce rendez-vous, et c'est un petit peu comme pour le Brexit, comme pour le référendum en Italie. On a un marché qui a besoin justement de ces événements un peu exogènes pour débloquer des tendances et du potentiel. En tout cas, on ne sait pas trop dans quelle direction, mais pour l'instant, le marché est effectivement hésitant. À noter plusieurs titres qui se tiennent bien. Vous avez parlé de Peugeot. Effectivement, toutes les performances qui ont été annoncées ce matin sont saluées par le marché avec une hausse de 2,69%, hausse qui a mis un petit peu de temps à s'affirmer, mais en tout cas, c'est une très belle progression qui entraîne l'ensemble du secteur automobile d'ailleurs, puisque Renault gagne 0,9% et Faurecia gagne 1,22%. Autre hausse à signaler, c'est Kering. Alors là, carton plein pour le groupe qui voit son objectif de cours relevé chez 4 grands courtiers. Il y a Barclays, il y a Natixis, il y a tout un tas de courtiers qui relèvent leur objectif de cours sur Kering, qui gagne 2,7%, 222,60 €. C'est la plus forte hausse du CAC 40, et ce depuis le début de la séance. En revanche, il y a de fortes baisses à signaler, et notamment Engie qui recule de 3,2%. Réaction mathématique logique à l'annonce de la vente de 4,1% du capital par l'État, en particulier pour refinancer le grand mécano du nucléaire. Mais du coup, on a un sentiment de pression générale sur l'ensemble du secteur de l'énergie, vu qu'EDF subit encore un gros coup de pression aujourd'hui et passe largement sous les 9 € ce matin. 8,78 €, on est en repli de 2,66%. Pression qu'on a pu sentir aussi à un petit moment sur Air France KLM, qui est en hausse là, plus 0,16%, mais on a fait un passage sous les 5 €. Donc on a l'impression d'une
défiance des marchés à l'égard des groupes qui contiennent une grosse participation de l'État. Et puis 2 cas particuliers, il y a CGG, encore une baisse très violente, à moins 5,7%. On est à 11,32 € après une semaine qui aura été très très problématique pour le groupe qui prépare une restructuration drastique. Et puis SEB qui se voit dégradé par un analyste, mais alors là, réaction très violente aussi, le titre perd quasiment 7%, moins 6,8%. On est à 118,30 € pour un titre qui aura quand même connu plusieurs années très fastes. Le CAC 40, plus 0,1%, on est à 4893 points. Merci beaucoup Antoine, et puis on rappelle, on vous suit une bonne partie de la journée, on suit la séance une bonne partie de la journée sur BFM Business, 10h midi intégral placement, 15h 18h intégral bourse, midi un quart. Voici la tech. Bonjour Frédéric Simotel. Bonjour Guillaume. Alors vous nous dites quoi aujourd'hui? Que Google, ça y est, peut-être que Google est en train de grandir. Oui. Et de revenir raisonnable finalement. Oui, et d'atteindre sa maturité, fini l'adolescence, ils sont un peu plus matures. On a réussi à dompter Google. Voilà, en fait tout ça part ils ont annoncé hier qu'ils allaient, c'est Bloomberg qui l'a annoncé, mais Google n'a pas infirmé, qu'ils allaient vendre une activité d'accès Internet par satellite. Alors la première chose qui a un peu étonné, c'est que cette activité Internet avait été achetée il y a à peine 2 ans et demi, en juillet 2014, pour 500 millions de dollars. Ouais. À l'époque, Google voulait utiliser ces satellites pour récupérer des images pour ses applications Google Maps, Google Images, Google Earth, et puis aussi utiliser ces satellites pour donner de l'accès Internet à des régions isolées ou alors à des régions qui sont atteintes de catastrophes naturelles. Et puis voilà, donc ils annoncent hier qu'ils vont Bloomberg annonce qu'ils vont se séparer de cette division, ils vont la revendre à Planet Labs, qui était le concurrent de cette division, et qui vient de lever d'ailleurs 150 millions de dollars. Ils disent nous on se sent pas dans la conception, dans l'exploitation des satellites, on veut bien être client, mais voilà, ça va s'arrêter là. D'ailleurs on a un peu d'argent dans SpaceX, donc ça nous va très bien. Mais voilà, on commence à se dire, nous ne sommes pas Dieu sur terre. Voilà, et on fait on commence à regarder Google, donc recul dans l'internet par satellite, recul il y a quelques semaines dans le déploiement d'infrastructures dans la fibre optique. Ils ont même licencié 10% du personnel qui était alloué à cette division. La division robot Boston Dynamics, elle est en vente. Nest, on se souvient, ce thermostat connecté, le concepteur de Nest, ça a été racheté plus de 2 milliards par Google, il est parti parce qu'ils disent oui, c'est plus une priorité. La voiture également, on voit que la voiture Google, ça ne se fera pas. Alors Google sera toujours très présent, évidemment, la voiture connectée, mais plus sur les capteurs, sur l'intelligence, pas du tout dans la voiture. Donc voilà, c'est cette certaine maturité de Google qui prend forme. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette maturité? L'idée, effectivement, vous le disiez, qu'on peut pas aller partout, mais il y a aussi le fait que sur certains créneaux, il y a des concurrents qui sont il y a des concurrents. Il y a 2 choses. La première, c'est sur les métiers de base de Google, son cœur de métier. Mais la concurrence devient plus vive. Microsoft sur le search, sur la publicité, dans l'intelligence artificielle aussi, on voit Facebook qui arrive. Et puis dans ces autres métiers un peu connexes, là aussi la concurrence elle est plus vive. Donc il vaut mieux se concentrer sur son cœur de métier, là où il y a un potentiel d'avenir. Donc c'est ce que fait Google aujourd'hui. En tout cas, c'est le signe qui est donné par cette vente de cette activité Internet par satellite. C'est l'âge de raison, c'est ça. C'est l'âge de raison. Une fois qu'on a compris qu'on n'est pas immortel et qu'on ne peut pas tout faire. L'âge de raison. Ils ont plus que 7 ans, mais c'est l'âge de raison. Ils ont compris, il était temps. Frédéric Simotel, la tech. Merci Frédéric. Nos autres experts sont là, on les accueille avec grand plaisir. Marie-Cœur de Roy, Thomas Asportas, Karine Verdiol. Bonjour. Bonjour Guillaume. Marie, on a un guide pratique pour Airbnb aujourd'hui, c'est ça? Vous comprenez plus rien autour de la réglementation de Airbnb. On a trouvé une start-up qui vous simplifie l'existence. Vous faites semblant de ne pas comprendre. Ouais. Oh non, je vous assure, vous n'allez pas comprendre, vous allez voir. On parle tourisme, Karine. Moi aussi, je vais vous parler tourisme. Il y a un petit bouquin qui sort, qui revient sur les années Fabius, mais pour vous dire quand même que ça fait bouger les choses, bouger les lignes, et qu'aujourd'hui, on prend les choses à bras-le-corps en France. Laurent Fabius qui a pris le dossier à bras-le-corps, effectivement, du tourisme. Thomas, Obama s'en va, mais il a inspiré Hollywood, visiblement. Oui, carrément, avec la sortie d'un film aujourd'hui qui s'appelle The Birth of a Nation, et il y en a eu pas mal avant. On va regarder ça. Tout ça dans un instant, à tout de suite. Tiens bon, Jim, je vais te sortir de là. Non, c'est fini. Non, fais-le pour le double cheese. Oui, le double cheese. Le double cheese est de retour chez McDonald's. Sur BFM Sport, ne ratez rien de l'info sportive de la journée. Avec des news en continu, l'ambiance sera énorme, et des émissions en direct. 1 heure d'info sportive, c'est le 60 minutes sport. Place au grand week-end sport, on est ensemble pour 3 heures de direct. Jérôme Bretagne, Daniel Riolo, l'after est là jusqu'à minuit. Sans oublier le Vendée Globe. Vous allez pouvoir la suivre au quotidien avec moi sur BFM Sport. BFM Sport, l'actu sport, toutes les 30 minutes.
Il est 12h20 sur BFM Business. Dans l'actualité, la Russie qui dément donc ce midi détenir le moindre dossier compromettant sur Donald Trump. Plusieurs médias américains évoquent, vous savez, depuis hier soir, l'existence d'un document comprenant des informations très compromettantes pour lui, des informations emmagasinées par les Russes depuis plusieurs années. Donald Trump, qui lui aussi a démenti l'existence de ce document, doit s'exprimer à 17h heure française dans le cadre de sa première conférence de presse depuis 6 mois. Conférence de presse que vous pourrez suivre bien sûr en direct sur BFM Business. Les experts à présent, les experts de BFM Business, l'immobilier, le luxe, la culture. Et bon, on commence par les mots comme tout. Théo cherche appartement avec vue imprenable sur la bourse. La vie IMO avec Orpi, solution immobilière. BFM Business, l'heure H, la vie IMO. Donc Marie, cette rubrique s'adresse à tous ceux qui ne comprennent rien à Airbnb, qui ne comprennent plus rien, ou qui ne veulent pas comprendre. Non, mais c'est pas qu'ils comprennent rien à Airbnb, c'est qu'ils ne comprennent plus la réglementation autour d'Airbnb. Tous les jours, quasiment, vous avez un article de presse qui va vous dire que ça va changer dans telle ville ou dans telle ville, etc. Ouais. Et c'est vrai qu'on y voit plus très clair quand on est propriétaire et qu'on veut mettre son bien sur Airbnb. Donc je vais vous parler d'une start-up qui veut nous simplifier l'existence. Elle s'appelle Lucky Homes. Elle existe depuis à peine 1 an et demi. Et concrètement, ce qu'elle propose, c'est de nous permettre de ne pas savoir la réponse à tout un tas de questions. Par exemple, si je vous dis, est-ce que vous saviez qu'à Paris, on ne pouvait louer sur Airbnb et consorts que sa résidence principale et pas sa résidence secondaire? Vous le saviez? Non. Bon voilà. Est-ce que vous saviez qu'en plus, c'était limité à 120 jours par an, pas plus? Non. Mais si je vous dis qu'à Bordeaux et à Lyon, par contre, vous pouvez louer votre résidence secondaire ou principale sur la durée que vous voulez. Voilà autant de problématiques et de questions qu'on se pose et qu'on ne sait pas, et c'est l'intérêt même de ce site internet. Toutes ces infos sur le site d'Airbnb, on ne trouve pas forcément? Ah bah vous pouvez vous simplifier l'existence avec Lucky Homes, et c'est pour ça qu'ils ont créé une espèce de vigie réglementaire. L'idée, c'est que par exemple, vous êtes client de Lucky Homes, vous avez une application sur votre smartphone, vous êtes propriétaire d'un logement que vous mettez sur Airbnb & Co à Paris, et vous allez approcher de la date fatidique des 120 jours maximum pour louer votre logement. Et bien là, vous allez avoir une alerte, votre application va vous alerter de attention, on arrive aux 120 jours, et arrive aux 120 jours, c'est terminé. Pour rentrer dans les clous des règles de la municipalité, ça s'arrête. Voilà en gros ce que propose en termes de vigie réglementaire le site Lucky Homes, ce qui est forcément pratique pour ceux qui n'ont pas envie de regarder si les choses ont changé depuis avant-hier. Et puis il y a aussi cet aspect conseil sur comment vous allez vous assurer le rendement maximal. C'est-à-dire que vous avez le droit à 120 jours à Paris, encore faut-il que ce soit les jours où ça va payer le plus cher quand vous êtes propriétaire. Et donc du coup, ils vont regarder par exemple s'il y a des événements sportifs majeurs qui vont se jouer, s'il y a un festival de musique, le marathon de Paris, enfin voilà, des choses intéressantes qui peuvent vous permettre de faire flamber un peu vos tarifs quand vous êtes propriétaire. Ça, c'est pour l'aspect vigie réglementaire et conseil. Après, il y a un vrai truc aussi derrière, une vraie mission très concrète qu'apporte le site Lucky Homes, c'est qu'ils sont aussi service de conciergerie, c'est-à-dire qu'ils vont tout prendre, ils vont publier les annonces sur Airbnb et les autres sites du même type, ils vont s'occuper du ménage chez vous, transmettre les clés, vous fournir une assurance, etc. Alors le tarif, je vois que Karine Verniol me regarde. Combien ça coûte? Alors c'est quand même relativement coûteux entre guillemets, quoi. C'est 20% des revenus qui sont dégagés par le propriétaire, sachant que malgré ces 20%, le site nous dit qu'ils ont des taux de rentabilité qui sont parfois assez exceptionnels. À Paris, le maximum, alors c'est le maximum, ça peut atteindre 11%, c'est pas rien quand même. Comme de 20% maximum quand même. Hein, sur le... C'est 20% le tarif pour les services globaux du site, c'est 20% de vos revenus que vous allez dégager sur les sites. Ça s'appelle Lucky Homes. Lucky Homes. Lucky Homes, voilà, c'est Airbnb pour les nuls en quelque sorte, ou ceux qui ne comprennent plus rien finalement. Ouais. Mais je suis d'accord, ça devient plus difficile de comprendre. Marie Cœur de Roy, laviimo.com, un site immobilier de BFM Business, toujours pour trouver l'ensemble de ces informations. Karine, on va parler de luxe. On va parler de luxe et de tourisme surtout. On rebondit justement sur Airbnb. Il y a un livre qui sort aujourd'hui qui s'appelle Tourisme, la France numéro 1 mondiale. C'est par Michel Durieux, c'est aux éditions du Cherche Midi. Et en fait, il dresse un état des lieux du tourisme en France au moment où Laurent Fabius s'occupait de tout ça. Michel Durieux, il s'y connaît un petit peu. Hein. Depuis 2014, il est chargé du tourisme. Il est dans les secteurs chargés du tourisme au ministère des Affaires étrangères. Et il est représentant de la France à l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme. Donc ça c'est dit. Ce qui est important aussi, c'est qu'il y avait un constat, la France, elle peut plus penser le tourisme comme il y a 5 ou 10 ans. Ça va très très vite, notamment à cause ou grâce à Airbnb, comme vous voulez. Et en gros, avant Laurent Fabius, ou plus exactement, avant Jean-Marc Ayrault qui avait lancé les fameuses assises du tourisme, il n'y avait aucune stratégie pour aller chercher, pour aller capter la clientèle à l'international. Il n'y a plus de ministre du tourisme d'ailleurs. Il y avait pas grand-chose. Il y en a eu des ministres du tourisme, mais voilà, c'était plutôt de la défensive. Donc il y a eu une impulsion en 2014. Il y a eu des choses qui ont été lancées.
chantiers de rénovation des gares, le Charles de Gaulle Express, pour donner des choses très concrètes. Il y a eu des financements. Et puis 4 chantiers prioritaires, formation numérique, accueil, investissement. Pour la première fois, le tourisme avait une stratégie en France, avait une stratégie et des objectifs. Entre-temps, les attentats, les attaques terroristes, la sécurité devient prioritaire et on arrive au chiffre de 2016 dont on parle depuis début janvier, moins 7% pour la fréquentation touristique en France. Finalement, tout ça, ça a servi à quoi? Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Il en reste quand même une chose très importante, c'est que le tourisme est devenu un secteur majeur et un secteur prioritaire, et ça autant du côté des Français que des politiques, tout le monde en a conscience. Les campagnes de promotion, mine de rien, elles ont changé quelque chose. Il a débloqué des financements, il a encore eu 10 millions d'euros en novembre, Laurent Fabius, pour ces campagnes de promotion. Et puis quelque chose dont on parle beaucoup ces jours-ci, l'ouverture du dimanche, ça vient de là. Et l'ouverture du dimanche, ça peut changer beaucoup de choses selon Michel Durieux, parce que vous savez, les Asiatiques par exemple, ils sont très pragmatiques. Les problèmes de sécurité, les magasins fermés, la livre à son meilleur niveau, on va faire ses achats à Londres. Quand on est en plein état d'urgence, est-ce que ça sert à quelque chose tout ça finalement? Selon Michel Durieux, figurez-vous que ça fait tellement longtemps qu'on y est, que sur les 16 marchés prioritaires de la France, qui représentent quand même 83% des visiteurs, l'état d'urgence n'est plus vraiment un problème. Ça veut dire que ça repart en 2017, c'est ça qu'il faut comprendre? Oui, ça semble repartir. Évidemment, s'il n'y a pas d'autres attaques, s'il n'y a pas d'autres problèmes, on aura les chiffres officiels que fin mars. Ce que je vous donne là, c'est les tendances sur les 3 premiers mois de 2007. À ce jour, on est à plus 5% de réservations, même plus 30% pour les Japonais, plus 20% pour les Américains. Selon Michel Durieux, ce sont quand même ceux qui manquent le plus. Il va falloir y aller parce que je vous rappelle qu'on était à 83 millions de visiteurs en 2013. Il en faut 100 millions en 2020, c'est l'objectif. Mais c'est vrai qu'on sent que ça repart. C'est ce que nous disait Air France, notamment dans ses chiffres de trafic sur le mois de décembre. On sent bien que les étrangers ou les touristes sont revenus. Ça date de décembre, là, ça y est, ça frémit, ça repart. Ça frémit doucement, mais sûrement. Merci beaucoup, Karine. Le luxe, tous les jours, dans les experts sur BFM Business. Thomas, donc Barack Obama va tirer sa révérence dans une grosse semaine et deux mandats marqués par les tensions raciales entre les Noirs et les Blancs d'Amérique. Et ça a beaucoup inspiré Hollywood, c'est vrai. Ouais, c'est tout un symbole, Guillaume. Aujourd'hui, cette sortie du film The Birth of a Nation, c'est un peu le film testament des années Obama, qui raconte l'histoire vraie de l'une des plus importantes rébellions d'esclaves aux États-Unis et qui malheureusement finira pour eux dans le sang. Alors évidemment, le cinéma engagé sur la cause des Noirs américains ne date pas de la présidence Obama. Il y avait déjà eu Mississippi Burning d'Alan Parker sur le Ku Klux Klan et bien sûr Malcolm X de Spike Lee en 93, mais bien évidemment avec l'arrivée d'un président noir à la Maison Blanche. La flambée de violence raciale qu'a connue le pays depuis l'assassinat de Trayvon Martin en 2012, les violences aussi contre les policiers blancs du pays et la naissance du mouvement militant afro-américain Black Lives Matter. Bien évidemment, tous ces faits de société ont beaucoup influencé Hollywood, qui a clairement décidé de replonger le pays dans son histoire de l'esclavage et des discriminations raciales. Et ce sont des gros réalisateurs qui pèsent beaucoup dans l'industrie qui se sont frottés au sujet. Sous Obama, c'est Quentin Tarantino, le premier qui a mis les pieds dans le plat avec son ultra sanglant Django Unchained, qui a clairement voulu confronter les Américains à la violence du passé esclavagiste du pays, et ça a plus que fonctionné. 162 millions de dollars de recettes rien qu'aux États-Unis, c'est le plus gros succès de Tarantino sur le sol américain. Ensuite est sorti le film 12 Years a Slave en 2013, là aussi un film qui a beaucoup fait parler aux États-Unis, produit par Brad Pitt, Oscar du meilleur film et 190 millions de dollars de recettes à travers le monde. Puis en 2014, il y a eu la sortie du film Selma, sur le combat de Martin Luther King pour les droits civiques et ses marches entre les villes de Selma et de Montgomery dans l'Alabama. Et enfin, donc en 2016, fin 2016 aux États-Unis et aujourd'hui chez nous en France, la sortie de The Birth of a Nation. Donc vous voyez, ça fait pile un film par an sur le sujet depuis le début du second mandat d'Obama. Donc ça, c'est au ciné. Et à ça, vous pouvez aussi rajouter la télévision qui a clairement interpellé les Américains. Par exemple, la Fox, avec la série American Crime Story et sa première saison qui est une reconstitution de l'affaire O.J. Simpson et qui remet les Américains face aux tensions raciales des années 90 après le meurtre de Rodney King et les émeutes de Los Angeles de 92. Et ça a été la série américaine l'an dernier avec beaucoup de prix et de très grosses audiences. Oui, ça a inspiré Hollywood, tout ça pendant des années. Et le biopic sur Barack Obama, c'est pour quand, pour vous? Mais il y a un film d'ailleurs qui est sorti sur Barack Obama, sur sa jeunesse, et sa rencontre avec Michelle Obama. Qui est passé un peu inaperçu alors. Oui, on n'en a pas beaucoup entendu parler, mais il y a déjà eu un film là-dessus, donc il y en aura d'autres forcément. Qu'est-ce qu'on parle avec plus d'envergure. Oui, le biopic de Barack Obama, candidat. Non, ça arrivera tôt ou tard. Un peu inévitable. Merci à tous les trois, les experts de l'orage, Marie-Cœur de Roy, Thomas Asportas et Karine Vergnol. 12h30, on vous redonne les grands titres de l'actualité dans quelques secondes. L'orage continue.
Et dans l'actualité donc de ce midi, la Russie qui dément détenir le moindre dossier compromettant sur Donald Trump alors que le futur président américain doit s'exprimer sur les coups de 17h. Plusieurs médias américains, vous le savez, évoquent depuis hier soir l'existence d'un document comprenant des informations très compromettantes pour lui, notamment une vidéo à caractère sexuel, mais aussi des infos échangées régulièrement par les deux parties depuis des années, des informations emmagasinées par les Russes depuis longtemps, un document dont Donald Trump lui-même a nié l'existence par tweet il y a de ça quelques heures. En France, c'est un des plus gros contrats de toute l'histoire du secteur ferroviaire en France qui devrait être attribué dans les prochaines heures. Il devrait être attribué a priori à Alstom et Bombardier pour une raison très simple, ce sont les derniers candidats. On parle du contrat du RER Nouvelle Génération pour les lignes D et E en région parisienne. Contrat qui pourrait aller jusqu'à 3